L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Ce sont les petites histoires qui font la grande et aujourd'hui, deux de ces micro-histoires sont à notre menu. La semaine politique et surtout médiatique a commencé avec les images de Jérôme Cahuzac, une nouvelle fois lynché par la meute pour le vrai faux début de son procès, et elle s'est achevée à l'Assemblée nationale par le vote de la loi pour la protection de la nation. Vous avez été frappé par un épisode qui fait en quelque sorte le lien entre ces deux moments, épisode que nous appellerons les larmes de Charles Amédée de Courson. Ce sera donc notre premier sujet et nous parlerons ensuite d'une tribune publiée par Le Monde vendredi, me semble-t-il, tribune qui vous a également frappé, peut-être inquiété ou même énervé, signée par une quinzaine de chercheurs. Ce texte est une dénonciation en règle de l'écrivain Kamel Daoud et de son analyse de l'affaire de Cologne. Émotion à l'Assemblée nationale, c'était le titre affiché par le Grand Journal pour commenter, que dis-je, pour célébrer les larmes de Charles de Courson, député IDI de la Marne, lors du vote de l'article 2 de la loi pour la protection de la nation, donc l'article qui institue la déchéance de nationalité. Alors précisons que Charles de Courson a dirigé la commission parlementaire sur l'affaire Cahuzac et qu'il est l'un des avocats les plus zélés et les plus féroces de la transparence. Donc, je rappelle simplement ce qui s'est passé, Alain Finkielkraut. Dans la nuit de lundi à mardi, il est monté à la tribune de l'Assemblée. Il a d'abord expliqué pourquoi il n'avait pas voté, pourquoi il n'aurait pas voté la première mouture du texte, celle qui mentionnait les binationaux. Et il a étouffé des sanglots, ou il les a pas étouffés vraiment d'ailleurs, en parlant de son grand-père qui n'a pas voté, député qui n'avait pas voté les pleins pouvoirs à Pétain et qui est mort dans un camp allemand, et de son père résistant qui était, a-t-il dit, qualifié de terroriste. Voter pour cette loi, a-t-il dit, donc très ému, eût été trahir leur mémoire, et 2 jours après, donc, il était reçu avec 1000 grâces et 1000 encouragements sur le plateau du Grand Journal. Alors, Alain Finkielkraut, cette séquence émotion qui a enchanté les journalistes, qui est passée en boucle un peu partout, il y avait un papier sur le site des Inrocks. Est-ce que cette séquence d'émotion vous a ému ? Bien. Vous avez presque tout dit dans votre chapeau. Non, j'ai raconté les faits. Mais je vais essayer Je risque d'être redondant, mais tant pis. Je n'ai rien dit, j'ai juste exposé. Ce n'est pas par provocation que je veux traiter aujourd'hui des larmes anecdotiques de Charles de Courson, plutôt que, par exemple, de la rencontre historique du pape François et du patriarche russe Cyril. C'est parce que l'essentiel ne se confond pas toujours avec l'historique. Il peut parfois se loger dans l'accessoire et même dans l'apparemment insignifiant. Ces larmes sont un révélateur. Elles nous en disent long sur ce qu'est l'homme de ce temps. Charles de Courson a déclaré à l'Assemblée nationale que le projet de déchoir de la nationalité française les binationaux convaincus de terrorisme trahirait la mémoire de son grand-père qui avait refusé, comme vous l'avez dit, les pleins pouvoirs à Pétain et qui était mort dans un camp de concentration. Il a évoqué aussi son père résistant et là, saisi par l'émotion, il a pleuré. Les larmes du député sont apparues comme un gage d'authenticité. L'homo sentimentaliste a reconnu en lui son héros. L'homo sentimentaliste, ce n'est pas l'homme qui éprouve des sentiments, car nous sommes tous capables d'en éprouver. C'est, écrit Kundera dans l'Immortalité, l'homme qui les a érigés en valeur. Et cette valeur fait taire la critique. Cette valeur l'emporte sur toute autre considération. Ce qui veut dire, juste pour être sûr de vous comprendre, c'est pas la sincérité en fait de ces larmes que vous mettez en doute. Non, je ne mets pas la sincérité de ces larmes en doute du tout, pas du tout. Il a pleuré, il n'avait pas d'oignon sous la main pour l'aider à pleurer. Il a été envahi par une émotion absolument sincère. Mais précisément, il faut aujourd'hui avoir le cœur sec pour s'interroger sur la pertinence de l'analogie entre l'époque de Vichy et la nôtre, et pour s'étonner d'entendre Charles de Courson inviter
sur Canal+, en récompense de sa prouesse lacrymale, comparer le projet gouvernemental dans sa première version à ce que l'État français avait fait subir aux Juifs alors. En d'autres termes... Ainsi qu'à son grand-père, visiblement. Oui, en d'autres termes, les terroristes justifient leurs crimes en disant qu'ils ont pris les armes contre la laïcité qui livre la France aux Juifs corrupteurs, et la mémoire officielle et il nous faut accepter, de voir la mémoire officielle de l'antisémitisme interdire qu'on leur fasse un sort particulier, car cette mémoire pleure. L'homo sentimentaliste s'est emparé du devoir de mémoire, il faudrait le lui retirer, mais cette urgence est vouée à demeurer, si vous voulez, un vœu pieux, car les larmes sont invincibles. Et le devoir de mémoire, qui pleure, peut dire et faire absolument n'importe quoi. Je voudrais quand même vous faire revenir ensuite sur le comportement de Maïtena Biraben qui animait ce débat, mais tout de même un mot, vous dites les terroristes s'attaquent aussi, comme l'a dit Charles de Courson, à l'unité de la nation, et c'est cela qu'il a dit. Est-ce que ces arguments, au-delà des larmes, vous paraissent totalement inopérants? Oui, ces arguments me paraissent inopérants parce que précisément, c'est préserver l'unité de la nation que de continuer à lui donner un sens. Si nous avons eu l'occasion de le dire, si une majorité de Français approuve dans sa première version la déchéance de nationalité pour les binationaux coupables de terrorisme, c'est précisément parce que pour eux, être français, cela doit continuer à signifier quelque chose. Or, les terroristes prennent les armes contre la France elle-même et tuent, et ça le président de la République l'a dit, je cite, des Français parce qu'ils sont Français et parce que la France aussi leur paraît aujourd'hui être tombée aux mains des Juifs. Et soudain, revendiquer la mémoire des victimes juives de la solution finale pour s'insurger contre la déchéance de nationalité, c'est pour moi... il n'a pas tout à fait invoqué la mémoire des victimes juives, puisqu'en l'occurrence, son grand-père ne l'était pas, si vous voulez. Il l'a invoqué au Grand Journal. Au Grand Journal, il l'a invoqué. Il l'a invoqué au Grand Journal, et ça m'a rappelé cette phrase de Bernanos, l'avenir n'appartient pas aux morts, mais à ceux qui font parler les morts, qui expliquent pourquoi ils sont morts. Et Charles de Courson a fait parler les morts au Palais Bourbon, et si vous voulez, c'était un spectacle extrêmement pénible. Oui, c'est aussi la seule exactitude, d'ailleurs, enfin, c'est ce refus ce refus de la seule exactitude de Péguy. Mais revenons un instant sur le Grand Journal. Maïtena Biraben a eu cette phrase: associer l'émotion et la politique, c'est très rare. J'avais pas remarqué, moi. Merci, monsieur, d'avoir partagé ce moment avec nous. C'est très fort et c'est très beau à vivre. Alors, tout de même, d'abord, moi, ça m'a un peu fait rigoler, parce qu'il me semble que c'est pas tout à fait exceptionnel, mais cette question, si vous voulez, en fait, on est à une époque où, semble-t-il, le fait d'écouter ses émotions est un plus. Les livres de Sarkozy, de Copé, etc., parlent beaucoup de leurs émotions. Oui, bien sûr, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire l'émotion est aujourd'hui requise, et donc elle est exhibée dans l'espace public, et elle fait preuve, contre elle, aucun argument rationnel ne vaut. Le pleur l'emporte sur toute raison. C'est exactement ce qui s'est produit avec Charles de Courson. Donc, il faut... Maïtena Biraben dit exactement le contraire de la vérité. On exige de l'émotion en lieu et place de l'argumentation. Oui, mais on l'exige parce que, dans un sens, si vous voulez, c'est toute cette idée que nos dirigeants doivent être humains et finalement, ils doivent être comme nous. Ils ont des histoires ils ont les mêmes histoires banales, les mêmes... allez-y, pardon. Non, vous avez raison. Mais en même temps, vous dites, ils doivent être comme nous
Et nous avons des histoires, pas simplement des histoires banales, mais ils doivent être comme nous, et s'ils sont émus, c'est la preuve qu'ils sont humains. Oui. Voilà. Donc, voilà. L'émotion comme garantie d'humanité. Mais vous l'avez rappelé, Elisabeth Lévy, dans votre présentation, Charles de Courson a été le président de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'affaire Cahuzac. Et il a fait preuve envers l'ancien ministre du Budget d'une dureté implacable. On a vu un certain nombre d'audiences de cette commission, et Charles de Courson respirait la haine. Pour lui, il n'y avait pas de déchéance, pas d'interdiction professionnelle, civile ou civique, qui fût à la mesure du crime commis par celui qui avait menti devant la représentation nationale. Alors je ne vais pas ici prendre la défense de Jérôme Cahuzac. Ne vous inquiétez pas, cela vous sera tout de même reproché. Oui, mais qu'un fraudeur oui. prenne en charge avec zèle la répression de la fraude fiscale, c'est évidemment insupportable. Mais il est tout à fait abusif de faire de l'ancien ministre du Budget le pourri par excellence, le symbole de la corruption des élites. Il n'a pas détourné de fonds publics, il n'a pas été soudoyé dans l'exercice de ses fonctions parlementaires ou ministérielles par une puissance étrangère. Et il n'a découpé personne en morceaux. Hein. Et il n'a pas pratiqué le clientélisme. C'est ça, la corruption. En se déchaînant contre Cahuzac, la vous avez raison, société ne traite pas... Vous avez raison, on parle tout le temps de corruption, mais il n'y a pas mais la corruption, un gramme de corruption et dans cette affaire. Il y a de la fraude, de l'évasion fiscale, de la fraude fiscale. La corruption existe, elle est inquiétante, avec la richesse extrême des monarchies pétrolières et leur invasion de l'Europe. Elle va se développer, mais la société, en se déchaînant contre Cahuzac, ne traite pas de ce problème. Elle pratique le lynchage réconciliateur. Elle s'abandonne à l'ignoble unité du tous contre un. Et Kundera, que je cite une nouvelle fois, cite dans Les Testaments trahis cette phrase de Kafka sur les romans de Dickens. « Sécheresse de cœur, dissimulée derrière un style débordant de sentiments. » C'est sévère pour Dickens, mais cela convient très bien à Charles de Courson. Lyncheur larmoyant, pleurnicheur féroce. Son histoire est édifiante, elle nous invite, au nom même du sentiment, si j'ose dire, à nous méfier de l'homo sentimentaliste. Vous voulez dire qu'entre les larmes et la férocité, il n'y a pas contradiction? Il n'y a pas contradiction. C'est aussi... je cite beaucoup aujourd'hui, mais c'est aussi ce que disait Bernanos. Oui. Il disait, dans Les Grands Cimetières sous la Lune, certaines contradictions de l'histoire moderne se sont éclairées à mes yeux lorsque j'ai voulu tenir compte d'un fait qui d'ailleurs crève les yeux. L'homme de ce temps a le cœur dur et la tripe sensible. Ben voilà. Oh, que c'est beau. Le cœur dur et la tripe sensible. Le cœur dur et la tripe sensible. Merci Alain Finkielkraut. Nous y sommes. Nous y sommes. Voilà pourquoi j'ai voulu prélever dans une actualité pourtant très riche cet événement en apparence très anecdotique, les larmes de Charles de Courson. Et nous voilà donc dans les griffes d'Homo Sentimentaliste. C'est gai. Passons donc au fantasme de Kamel Daoud. Alors là, je vais aller très vite, cher Alain Finkielkraut. Donc les fantasmes de Kamel Daoud, c'est le titre de la tribune publiée dans Le Monde de vendredi, signée par une vingtaine de chercheurs qu'on n'insultera pas en observant qu'ils ne sont pas des têtes d'affiche. Donc je vais vous laisser exposer le contenu de ce texte. Je précise simplement qu'il répondait à un article de Kamel Daoud paru d'abord dans La Repubblica, je crois mi-janvier, me semble-t-il, et repris par Le Monde le 31. Et cet article était intitulé « Cologne, terre de fantasmes ou lieu de fantasmes », évoquant la misère sexuelle dans le monde arabo-musulman. Il concluait que face à ces événements, il ne faut ni fermer les yeux, ni fermer la porte. Alors expliquez-nous cette affaire, Alain Finkielkraut, et cette tribune. Je vous explique cette affaire qui me paraît en effet très sérieuse, très grave même. J'avais lu dans Le Monde du 31 janvier, en effet, l'article de Kamel Daoud, colonne lieu de fantasme.
il est dit que on voit dans le réfugié son statut, pas sa culture. Il est la victime qui recueille la projection de l'occidental ou son sentiment de devoir humaniste ou de culpabilité. On voit le survivant et on oublie que le réfugié vient d'un piège culturel que résume surtout son rapport à Dieu et à la femme. Donc ça, c'est dans le texte de Kamel Daoud. Il ajoute que le réfugié n'est certes pas un sauvage, mais en même temps, il est différent. Il faut offrir l'asile au corps, je cite encore Kamel Daoud, mais aussi convaincre l'âme de changer. L'autre vient de ce vaste univers douloureux et affreux que sont la misère sexuelle dans le monde arabo-musulman, le rapport malade à la femme, au corps et au désir. L'accueillir n'est pas le guérir. Et une pétition... Mais on se demande d'ailleurs, au passage, en lisant ce texte, on est tout de suite désespéré parce qu'on se dit, d'accord, mais peut-être ne peut-on pas le changer, ni le guérir. Alors, justement, voilà. J'essaierai d'y répondre. La pétition. Alors, justement, la pétition signée par des sociologues, des anthropologues et des historiens accuse Kamel Daoud de pratiquer un essentialisme radical et d'alimenter les fantasmes islamophobes d'une partie croissante du public européen. C'est très intéressant. J'ai dit anthropologue, sociologue, historien. Or, les sciences sociales sont nées au XIXe siècle d'une insatisfaction devant la pensée des économistes qui ne désignaient de réel que les individus et pour lesquels la société n'était qu'une association d'intérêts. Prétendant observer l'individu concret, les économistes, selon justement les inventeurs des sciences sociales, n'en donnent qu'une figure tronquée, abstraite, sans lieu et hors du temps, sans l'épaisseur et la complexité de l'existence sociale. Et ce que résume Durkheim par ces mots, d'abstraction en abstraction, il ne leur est plus resté en main que le triste portrait de l'égoïste en soi. Or, nous assistons aujourd'hui à cet étrange spectacle. Des sociologues, des anthropologues se révoltent contre le fondement ontologique de leur propre discipline, et pour mieux lutter contre le racisme, ne veulent voir, comme les économistes qu'ils combattaient, l'égoïste en soi, que des individus. Voilà. Et c'est à leurs yeux essentialiser l'islam que d'en reconnaître l'existence et la consistance. L'islam n'est pas un fait social, religieux, politique. L'islam, disent-ils, n'est rien, et d'ailleurs, rien n'est quelque chose. Seuls existent les individus. Et il ne voit pas d'ailleurs que des individus, il voit le dénuement, l'image même du dénuement, l'image même du damné de la terre. Et ceux-là ce sont des individus abstraits qu'il voit. Voilà, et ceux-là même donc, qui nous ont appris qu'il n'est aucune humanité qui n'appartienne à une culture, partent en guerre contre le culturalisme. C'est ça le paradoxe. Et Kolakowski, l'échec Kolakowski, grand penseur de la dissidence polonaise. Avançons vers l'arrière. Oui, c'est ça. Avançons vers l'arrière. Ça me plaît bien. Avançons vers l'arrière, s'il vous plaît. Il avait vu ça dans un tramway de Varsovie, et il a voulu faire la devise du parti qui ne verrait jamais le jour et qu'il aurait aimé fonder, un parti libéral, parti conservateur, libéral, socialiste. Mais Kolakowski a écrit que l'aptitude à se remettre soi-même en question, à ne pas subsister dans sa suffisance et sa certitude éternelle, était aux sources de l'Europe en tant que force spirituelle. Or, cette force fait aujourd'hui cruellement défaut à l'islam. Or, et en mettant au compte toute mise en question de l'islam par les musulmans, tout en mettant, je recommence, voilà. Et en mettant toute mise en question de l'islam par les musulmans sur le compte de l'islamophobie, eh bien, on entretient l'islam dans sa faiblesse.
Et je trouve que cette attitude est absolument criminelle. Avec cette tribune, nous avons assisté à une extension du domaine de l'islamophobie. Lorsqu'on me dit que moi-même, je pointe les musulmans du doigt, je les accuse, je les essentialise, eh bien, je cite Boualem Sansal, Kamel Daoud, par exemple, en disant non, je défends les musulmans critiques, et voilà qu'on nous accuse. Des anthropologues, des sociologues, des historiens, je recommence, nous expliquent que ces musulmans-là sont eux-mêmes islamophobes. Oui, et alors c'est d'ailleurs même une circonstance aggravante, et c'est une circonstance aggravante depuis les versets sataniques, depuis Salman Rushdie, depuis avant sans doute, c'est-à-dire que pour eux, ils ne parlent pas de haine de soi, il n'y a pas ce terme je crois dans leur texte, non, mais c'est une espèce de critique qui court, c'est-à-dire on l'accuse en gros d'être le musulman de service qui dit ce qu'on a envie d'entendre. Bien sûr, d'ailleurs, ils ont cette formule qui est devenue incroyablement vulgaire. De quoi Daoud est-il le nom ? Ouais. C'est la scie de notre temps. Après le titre de Badiou, on cherche toujours de quoi un tel est le nom. Eh bien, il sombre dans cette vulgarité pour en y dire que Daoud est le nom de la nouvelle islamophobie qui se répand en France. Donc, vous voyez, toute distance critique vis-à-vis de l'islam est désormais frappée d'interdit. Et ceux qui veulent parler au nom des musulmans, les enfoncent complètement, leur refusent le droit justement à se mettre eux-mêmes en question pour sortir du piège culturel dans lequel, nous explique Daoud, ils sont enfermés. Mais d'ailleurs, vous l'avez vous-même rappelé dans votre discours à l'Académie française, le fait que cette capacité d'autocritique était l'ADN en quelque sorte, la carte d'identité de l'Europe. Vous avez d'ailleurs souvent dit à quel point ça menait à des excès. Tout de même, ça ne vous rassure pas. Vous n'avez pas voulu commenter la qualité des signataires, mais il n'y a pas une seule tête d'affiche. Ça ne vous rassure pas ? Non, ça ne me rassure pas du tout parce que Le Monde, vous l'aviez remarqué aussi, avait publié un article sur Cologne et sur les différentes interprétations des agressions de Cologne. Et là, des têtes d'affiche s'étaient mobilisées, on le voyait dans l'article, pour dédouaner, pour exonérer l'islam. Tête d'affiche, c'est-à-dire par exemple Olivier Roy, peut-être. Olivier Roy, Éric Fassin, adversaire résolu des thèses culturalistes. On a négligé, selon lui, le fait que cette nuit ait été très alcoolisée. Et il a dit, on parle beaucoup moins des violences sexuelles quand les auteurs sont allemands. Or, une foule d'hommes en état d'ivresse, quelle que soit leur nationalité, est toujours une source de danger pour les femmes. Olivier Roy expliquait... Ça s'appelle noyer le poisson, non ? Oui, Olivier Roy expliquait, je le cite, « Aujourd'hui en Europe, tout doit être explicite. Le consentement doit être formulé en paroles non équivoques et renouvelé à chaque nouvelle approche. La culture de l'implicite n'est pas recevable. Et il n'y a pas que les Maghrébins de Cologne qui n'ont rien compris. Julien Assange est poursuivi en Suède pour viol parce qu'il n'a pas demandé de consentement lors de la deuxième fois. Et les collégiens américains reçoivent des cours pour apprendre comment adresser la parole et faire un geste sans que cela puisse être perçu comme un harcèlement. » Conclusion d'Olivier Roy, les Maghrébins de Cologne sont des Occidentaux qui s'ignorent. Ah, j'avais raté cette phrase, j'avais dû lire trop vite. Ça, c'est vraiment bien. Alors, Donc, mais quand même, il y a une mobilisation générale parmi les chercheurs en sciences sociales pour mettre l'islam hors de cause, mais plus que là, pour effacer même la réalité de l'islam comme fait culturel et social. D'accord, oui, c'est vrai, vous avez raison. Et d'ailleurs, il y a quand même une petite contradiction, parce que je suis sûr que les mêmes gens sont prêts à nous vanter toutes les richesses culturelles d'un apport. Mais encore une fois, on va avoir toujours le même désaccord. Il me semble, moi, qu'il y a eu beaucoup de contre-feux, de contre-voix par rapport à cette tendance de l'aveuglement et du noyage de poissons. Et quand même, rappelons que Le Monde a publié le magnifique texte de notre ami Claude Habib sur Cologne. Bien sûr. Donc... Non, mais les contre-feux existent. D'autres voix se font entendre. La question est de savoir
comment aider les musulmans eux-mêmes à s'en sortir. Et ils sont, en quelque sorte, dissuadés de le faire par ceux-là même qui parlent en leur nom. C'est un peu On leur tend, si vous voulez, l'image gratifiante de l'islamophobie et cela doit suffire à leur bonheur. Et voilà, tous ceux qui s'interrogent sont eux-mêmes islamophobes, ils ont la possibilité de se percevoir eux-mêmes comme les victimes éternelles d'une hostilité féroce. Qui leur évite cette mise en question salutaire qui a été la force de l'Europe et qui pourrait être la voie de leur émancipation. Et d'ailleurs, on pourrait faire un parallèle avec les amis des Palestiniens qui souvent les encouragent aussi sur le plan politique dans le radicalisme. Mais dernière question, parce que l'heure de la fin de l'émission approche. Le texte de Kamel Daoud, je vous l'ai dit, moi je l'ai trouvé un peu désespérant parce que dans le fond, cette approche culturaliste, c'est-à-dire cette prise en compte des cultures, peut laisser penser que pour un certain nombre de gens, pas tous, c'est foutu, c'est-à-dire on ne peut pas changer leur âme, comme le dit Kamel Daoud. Si, on peut changer leur âme à partir du moment où on s'attelle à cette tâche. Et dès lors en plus qu'il y a des intellectuels musulmans pour le faire. Il faut les aider. Or, au lieu de les aider, les prétendus amis de l'islam européen choisissent de les décommer et c'est absolument déplorable. Bon, eh bien je rappelle néanmoins, car nous ne pratiquons pas l'amalgame ici, qu'il y a aussi des anthropologues, des sociologues et des historiens dans le camp de la lucidité, cher Alain Comme Finkielkraut. Hugues Lagrange, qui avait écrit un livre intitulé « Le déni des cultures » et qui est devenu pour cela même, si vous voulez, l'adversaire de toute sa corporation. Et qui ne veut plus tellement parler de toutes ces affaires du reste. Alors, d'ici dimanche prochain, on peut réécouter cette émission sur rcj.org et sur causeur.fr. Et on vous lit également dans le dernier numéro de Causeur, qui justement est consacré au syndrome de Cologne. Bonne semaine Alain Finkielkraut et bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous.